Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le sujet de maladies à composantes nutritionnelles dans l'unité nutrition et santé. Comme rappel des acquis, nous savons déjà que les besoins alimentaires sont couverts par un apport alimentaire quotidien qui doit être équilibré en qualité comme en quantité, selon des règles comme celles présentées dans la pyramide alimentaire. Notre objectif est de pouvoir reconnaître que les écarts par rapport à un régime alimentaire équilibré peuvent conduire à des maladies nutritionnelles, qu'elles soient par excès ou bien par carence. De plus, il faudrait distinguer les maladies nutritionnelles par carence de celles liées à des excès et savoir que la prévention des maladies nutritionnelles exige une éducation qui commence dès l'enfance concernant les règles de la nutrition et des règles de la santé en général. Commençons d'abord par les maladies de la faim, par les maladies par carence alimentaire. Ces maladies continuent à détruire la vie de millions d'enfants à travers le monde, surtout dans les pays en voie de développement, chaque année. On distingue le cas de la sous-nutrition, dans laquelle les apports alimentaires sont insuffisants en quantité. L'exemple est le marasme, cette maladie observée surtout lors des famines. Par contre, la malnutrition est liée à une carence alimentaire qualitative, dans le sens où la quantité d'aliments apportés pourrait être suffisante, mais il manque certains nutriments, comme par exemple le kwashiorkor, une maladie liée à une carence en acides aminés essentiels. Nous observons aussi des carences en iode, des carences en certaines vitamines, et dans tous les cas, ça peut poser des problèmes graves pour la santé. Pour la sous-nutrition, prenons l'exemple du marasme, donc une carence alimentaire globale qui apparaît dès que les apports alimentaires deviennent inférieurs à 4500 kJ par jour. L'organisme, pour couvrir ses besoins en énergie, doit dégrader ses propres substances organiques, surtout les graisses, y compris les graisses sous-cutanées, sous la peau. La peau devient très fine et à ce moment-là, on pourrait entrevoir le système osseux, les os, à travers cette peau, comme c'est le cas ici, ou pour cet enfant pour lequel le marasme est encore plus grave. Afin de montrer l'effet négatif de la sous-nutrition sur la santé des enfants, une étude a comparé l'évolution de la masse corporelle, indicateur de la croissance, chez les enfants dans 3 situations différentes. Les enfants du groupe A recevaient une alimentation normale, ceux du groupe B subissaient une sous-nutrition, tandis que ceux du groupe C subissaient toujours une sous-nutrition, mais sévère cette fois-ci. Notons que les enfants des 3 groupes sont sévrés entre l'âge de 3 et 6 mois. Pendant la période d'allaitement, au cours des 3 premiers mois, on remarque une croissance comparable pour les 3 groupes d'enfants, mais dès le 3e mois, la croissance continue, donc la masse corporelle continue à augmenter pour le groupe A, avec un léger fléchissement vers le 6e mois. Pour le groupe B, il y a toujours une croissance, donc une augmentation de la masse corporelle, mais plus ralentie. Elle présente un retard vis-à-vis du groupe A. Pour le groupe C, c'est encore plus grave. Dès le 6e mois, donc dès le sévrage, les enfants commencent à perdre de la masse corporelle et ils finissent par mourir vers l'âge de 1 an. Même pour le groupe B, au cours de la 2e année de la vie, on remarque que la masse reste constante. Il n'y a pas d'augmentation de la masse corporelle, donc il n'y a pas de croissance. Et après une infection, cette masse commence à diminuer, donc ces enfants commencent à perdre de la masse et finissent par mourir vers l'âge de 30 mois à peu près. Le marasme peut donc avoir des symptômes sévères, comme on vient de le montrer, un retard de croissance, une réduction de la taille du cerveau et des lésions même des cellules nerveuses, des neurones. Des dégâts, donc ces dégâts sont irréversibles et la mortalité est élevée. Cette mortalité est liée en partie aux infections que subissent ces enfants.
D'autre part, la malnutrition est la conséquence d'une ration alimentaire mal équilibrée, même si la quantité d'aliments consommés est suffisante. Prenons l'exemple du kwashiorkor, une maladie liée surtout à une carence en acides aminés essentiels issus des protéines d'origine animale. Dans certaines ethnies, les enfants, c'est vrai, c'est-à-dire pour lesquels on arrête l'allaitement maternel, sont nourris en remplacement du lait avec des aliments d'origine végétale à partir du manioc ou de la semoule par exemple. Ces aliments d'origine végétale sont pauvres en acides aminés essentiels. Le document suivant présente une comparaison entre le lait maternel et un aliment d'origine végétale utilisé pour remplacer le lait dans l'alimentation des enfants après leur sévrage. La comparaison pour les protides est concluante. Il y a 11 grammes de protides dans 100 grammes de l'extrait sec de lait maternel contre 1 à 2 grammes uniquement pour le manioc, qui paraît donc être beaucoup plus pauvre. Un résultat similaire est obtenu pour les lipides. Pour les glucides, le manioc paraît être beaucoup plus riche, donc en sucre. L'origine des problèmes des enfants, c'est surtout donc le manque de protides et surtout le manque d'acides aminés essentiels. Parmi les symptômes du kwashiorkor, on peut citer le ventre volumineux avec l'œdème, c'est-à-dire l'eau s'infiltre dans le derme sous la peau et les membres à ce moment-là paraissent être gonflés aussi. De plus, il y a des dermatoses, il y a des lésions de la peau. On remarque aussi des troubles gastro-intestinaux au niveau des intestins et de l'estomac, donc de l'appareil digestif. Les enfants montrent une apathie, une sorte de fatigue généralisée, c'est-à-dire ces enfants paraissent être sans énergie. Et le plus grave, c'est que cette maladie cause 30% de la mortalité infantile dans les pays de la faim. Pour prévenir ces maladies, il faudrait commencer par surveiller la croissance des enfants. Cette croissance est un bon indicateur de leur état nutritionnel. Il faudrait apporter des rations alimentaires suffisantes et équilibrées en même temps. Il faut offrir des traitements antiparasitaires et anti-infectieux pour empêcher les conséquences graves d'une infection, comme on vient de le montrer. Et à la fin, il faudrait réaliser des campagnes d'information sur la nutrition et l'hygiène en même temps, qui peuvent toucher les parents comme les enfants. À côté des maladies par carence alimentaire, nous avons les maladies par excès alimentaire cette fois-ci. Les pays riches subissent de plus en plus l'impact négatif des maladies nutritionnelles liées aux excès alimentaires, comme le montre cette étude, au cours de laquelle on peut observer qu'entre l'an 2000 et l'an 2012, l'incidence de maladies cardiovasculaires a augmenté d'une façon considérable. Ceci est lié à l'évolution des habitudes alimentaires. La consommation de la viande bovine, par exemple, montre une nette augmentation entre 2001 et 2018. Celle de la consommation du beurre, donc entre 2012 et 2016, dans certains pays, ici les États-Unis, montre une certaine augmentation. C'est la même situation pour l'Union européenne. Et pour l'Inde, c'est beaucoup plus important, c'est-à-dire la consommation de beurre a augmenté, la consommation de graisse animale a augmenté d'une façon considérable entre les années 2012 et 2016. Pour les sucres, l'évolution de la consommation du sucre et de la population mondiale était comparable entre 1960 et 2000. Mais dès l'an 2000, on remarque que la consommation du sucre augmente d'une façon considérable par rapport à l'augmentation de la population mondiale. Ceci indique que la consommation individuelle, la consommation des individus en sucre augmente d'une façon considérable. En résumé, l'évolution des habitudes alimentaires, se traduisant par une consommation accrue de graisses animales, de viande et de sucre, favorise l'apparition des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. Les maladies cardiovasculaires, maladies du cœur et des vaisseaux sanguins présentent un certain nombre de facteurs de risque,
comme l'hypertension artérielle, augmentation de la pression du sang dans les artères, la sédentarité, le mode de vie sans activité physique suffisante, le tabac, la consommation du tabac, un facteur aggravant, tout comme l'obésité ou bien le diabète sucré, caractérisé par l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Le stress joue un rôle important aussi, avec l'âge et l'hérédité, surtout pour les hommes. Mais le facteur le plus important, c'est le taux de cholestérol élevé, comme nous allons le découvrir dans la suite de la présentation. Le cholestérol est un constituant majeur des membranes de nos cellules. On l'observe intercalé dans le schéma ci-contre entre les acides gras, faisant partie des phospholipides constituant de cette membrane. Il donne à la membrane la fluidité nécessaire pour assurer un fonctionnement tout à fait normal. Le cholestérol participe aussi à la synthèse de sels biliaires constituant de la bile, qui joue un rôle dans la digestion, à la synthèse d'hormones comme les hormones de la reproduction, estrogène, progestérone et testostérone, à la synthèse de la vitamine D, vitamine indispensable pour la croissance de nos os, donc de notre squelette. Le cholestérol est transporté dans le sang par deux types de particules, les lipoprotéines donc, LDL et HDL. Les lipoprotéines LDL sont chargées de transporter le cholestérol aux cellules de l'organisme qui en ont besoin, mais elles peuvent se déposer sur la paroi des vaisseaux sanguins, des artères, causant l'apparition de ce qu'on appelle les plaques d'athérome dans la paroi de ces artères. Les plaques d'athérome sont formées par accumulation de cholestérol et de triglycérides au niveau de lésions du revêtement interne des artères, bloquant progressivement le flux sanguin. On aboutit à une maladie qu'on qualifie d'athérosclérose, maladie très grave, surtout parce qu'elle pourrait toucher les artères coronaires du muscle cardiaque ou bien les artères du cerveau. Ainsi, on qualifie ces particules LDL de mauvais cholestérol. Par contre, les particules HDL sont chargées d'assurer le transport du cholestérol des cellules vers le foie. Ainsi, elles peuvent éliminer le cholestérol déposé sur la paroi des vaisseaux sanguins et les remettre en circulation vers le foie, prévenant ainsi l'athérosclérose. Ainsi, on les qualifie de bon cholestérol, par opposition au mauvais cholestérol, les particules LDL. L'athérosclérose cause un rétrécissement des artères coronaires, les artères du cœur, entraînant un ralentissement du débit sanguin dans ce muscle cardiaque qui commence à souffrir à partir de 75% d'obstruction. On pourrait ressentir des douleurs et finir avec une crise cardiaque. Au niveau du cerveau, les conséquences sont aussi graves, avec l'apparition de paralysie, par exemple, en cas d'obstruction d'artères cérébrales. Afin de vérifier l'hypothèse selon laquelle une alimentation riche en cholestérol pourrait induire des taux élevés de cholestérol sanguin favorisant l'athérosclérose, on étudie les variations du taux de cholestérol sanguin en fonction du pourcentage de graisse animale, source de cholestérol, dans l'alimentation. Les résultats sont concluants. On sait actuellement que le cholestérol provient surtout d'acides gras saturés, issus d'une alimentation riche en graisse animale. La prévention des maladies cardiovasculaires commence par une baisse de la ration alimentaire en lipides, par une modification de son mode de vie pour éviter la sédentarité, le stress et le tabac, c'est-à-dire les facteurs aggravant les maladies ou favorisant l'apparition de maladies cardiovasculaires. Il faudrait pratiquer des activités physiques et en plus, cette prévention doit commencer dès l'enfance, d'une façon donc précoce. Les excès alimentaires et surtout l'excès de graisse animale et de sucre rapide dans l'alimentation vont favoriser l'apparition de l'obésité aussi.
L'obésité est observée lorsque l'apport alimentaire excède les dépenses. À ce moment-là, l'excès sera stocké dans l'organisme sous forme de graisse, surtout causant une augmentation de la masse corporelle. Et on se demande selon quels critères pourrait-on considérer qu'un individu est obèse. Il y a un indice objectif et pratique, l'indice de masse corporelle, IMC égale le poids de l'individu en kilogrammes divisé par sa taille au carré, sa taille en mètres. Si la valeur obtenue est inférieure à 18, l'individu est maigre. Entre 18 et 20, il est considéré comme mince. Entre 20 et 25, c'est le poids normal. Et entre 25 et 29, on dit que l'individu est en surpoids. À partir de 29, pour un IMC supérieur à 29 kg par mètre carré, l'individu est considéré comme obèse. Comme exemple d'application, on se demande si on peut affirmer qu'une femme ayant une taille de 160 cm et un poids de 80 kg est obèse. Pour répondre, il faudrait d'abord mentionner la formule qu'on va utiliser. Par la suite, nous allons relever les valeurs. 80 kg, ça ne pose pas de problème, mais 160 cm, il faudrait l'exprimer en mètres, c'est 1,6 mètres. Par la suite, on effectue l'application numérique donc, et on obtient un IMC de 31,25 kg par mètre carré. Du moment où l'indice de masse corporelle de cette femme est supérieur à 29 kg par mètre carré, cette femme est considérée comme obèse. L'obésité est favorisée par un certain nombre de facteurs dont la sédentarité, le mode de vie inactif, sans activité physique, les mauvaises habitudes alimentaires acquises dès l'enfance, comme le grignotage entre les repas, comme la suralimentation pour apaiser son stress, comme une alimentation riche en sucre et en graisse, et d'autres facteurs interviennent aussi, comme des facteurs héréditaires ou hormonaux. On pourrait ainsi dire que l'obésité est un symptôme multifactoriel. L'obésité n'est pas une maladie, mais elle constitue un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Comme le montre ce document dans lequel on observe un accroissement de la mortalité allant de 16 jusqu'à 130% pour un excès de poids par rapport au poids normal allant de 20 jusqu'à 50%. Pour des excès de poids encore plus élevés, nous allons observer de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'athérosclérose. On parle alors d'obésité mortelle. L'indice de masse corporelle est un paramètre très utile, mais ce n'est pas un paramètre absolu. Citons comme exception les athlètes qui pratiquent certains sports. Ces athlètes peuvent avoir un indice de masse corporelle élevé, mais cette fois-ci par un développement des muscles et non des graisses. On ne peut pas les considérer comme obèses. La prévention de l'obésité doit commencer d'abord très tôt dès l'enfance, elle doit être précoce pour éviter les conséquences sur le long terme. De plus, elle doit passer par une réduction des apports énergétiques et une alimentation équilibrée. En plus, elle implique un changement du mode de vie, c'est-à-dire une réduction de la sédentarité, adopter un mode de vie plus actif avec plus d'activité physique. Faisons ensemble le bilan de ce qu'on a appris durant cette présentation. D'abord, les écarts par rapport à un régime alimentaire équilibré peuvent conduire à des maladies nutritionnelles par excès ou par carence. Les maladies nutritionnelles par carence touchent surtout les pays peu développés. Elles sont liées surtout à une carence quantitative globale, on parle de sous-nutrition, et l'exemple est le marasme, ou bien qualitative, on parle de malnutrition, l'exemple est le kwashiorkor, déficience protidique en acides aminés essentiels. Les pays développés sont touchés surtout par des maladies par excès alimentaire. Ces maladies sont liées à un apport énergétique trop important, à un mode de vie sédentaire et à une alimentation riche en sucre rapide et en lipides. L'athérosclérose est liée à un excès de cholestérol sanguin et de particules LDL, de lipoprotéines donc LDL, qualifiées de mauvais cholestérol,
causant la formation de plaques d'athérome obstruant les artères. Facteur de risque de nombreuses maladies, l'obésité peut être quantifiée par un calcul de l'indice de masse corporelle selon la formule IMC égale la masse de l'individu, le poids de l'individu en kilogrammes divisé par sa taille en mètres au carré. Si l'IMC atteint 30 kg par mètre carré, l'individu est considéré comme obèse, c'est-à-dire au-delà de 20% du poids idéal. La prévention des maladies nutritionnelles exige une éducation au principe de l'hygiène et de la nutrition, et cette prévention devrait commencer dès l'enfance, d'une façon très précoce. Voilà pour cette présentation, je vous souhaite bon travail